Chroniques Occitanes par Oksana Le Prince du Barry. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et attendez. Ah, voilà qui est mieux. Excusez l'agitation, mais nous sommes le 11 mars 1907. Les 87 d'Argeliers se rendent à Narbonne, où la commission parlementaire doit les recevoir. Excusez-moi, je m'emballe un peu. On reprend depuis le début. Asseyez-vous, je vais tout vous raconter. Ici, nous sommes dans le Languedoc. Depuis toujours, nous sommes un pays de viticulteurs. Les gens vivent de la vigne et du vin. Nous sommes des amoureux de notre terre, mais elle ne nous le rend pas toujours très bien. Tout a commencé à cause du phylloxéra. Ce tout petit puceron a ravagé bien des hectares à la fin du siècle dernier. Les vignes du Vaucluse ont été décimées en 1868, le Gard et l'Hérault en 1869, le Biterrois en 1876 et enfin Narbonne en 1878. Dans l'Aude, les vignerons ont tiré leur épingle du jeu. Ils sont parvenus à sortir de la crise phylloxérique sans trop de dommages. Mais par contre, ils ont dû faire face à de grosses dépenses. Par exemple, pour le remplacement des souches infectées et pour la mise en place de traitements plus fréquents. Ainsi, les viticulteurs se lancent dans une course au rendement pour rembourser ces dépenses inopinées. Ils produisent beaucoup. Ils produisent trop. Pour vous donner un exemple, entre les années 1892 et 1899, le Midi produit 15 à 16 millions d'hectolitres de vin. À partir de 1900, c'est 21 millions. Le cours du vin finit donc par s'effondrer. Vous avez là la première cause de la crise, la surproduction. Mais ce n'est pas tout. À cause de la crise phylloxérique, je vous l'avais dit, tout part de ce maudit puceron, se développe la production de vin artificiel. Le gouvernement français ne cadre pas suffisamment ce faux vin et les fraudes se multiplient. Ce vin artificiel est sucré de manière artificielle. On appelle cela la chaptalisation. Si le vin n'est pas assez sucré, on rajoute du sucre pour augmenter la teneur en alcool. Pompons sur la Garonne, une loi de 1903 détaxe le sucre, favorisant ainsi ces vins trafiqués. Certains vins sont coupés à l'eau, d'autres sont faits avec des raisins secs, et certains sans raisins tout court. Ils concurrencent très vite les vins naturels du Languedoc. Ils sont moins chers et sont produits plus vite. Et les vignerons du Midi ne peuvent bientôt plus faire face. Voici donc la deuxième raison de la crise viticole, le vin artificiel et les fraudes. Avec tout ça, les conditions de vie se dégradent considérablement dans le Midi. Le vin ne se vend plus. Les vignerons ont moins, voire plus de revenus et ne peuvent plus payer de salaire à leurs ouvriers. Le chômage monte en flèche. Les commerçants vendent à crédit, crédits qui ne peuvent être remboursés, donc ils finissent par s'endetter eux-mêmes.
Vous voyez où je veux en venir. C'est un cycle infernal. Les grèves pour protester se multiplient et des maires prennent la parole et menacent de démissionner. Des pétitions circulent pour abroger la loi de 1903 qui, souvenez-vous, autorise le sucre artificiel dans la vinification. Mais le gouvernement reste sourd aux appels du Midi. Un homme sort du lot et devient rapidement le leader charismatique de cette révolte, Marcellin Albert. Il est cafetier et vigneron à Argelier, dans l'Aude. Il n'est pas intéressé. Il le dira jusqu'à la fin de sa vie. Son mouvement est apolitique et pacifique. Il s'active, frappe à toutes les portes pour faire entendre les voix des vignerons du Midi. En février 1907, il envoie un télégramme à Georges Clemenceau, alors ministre de l'Intérieur et président du Conseil. Midi se meurt. Au nom de tous les ouvriers, commerçants, viticulteurs, maris sans espoir, enfants sans pain, mères prêtes au déshonneur, preuve fraude étant faite, abrogée loi 1903. Aucune réaction de Clemenceau. Parallèlement, une commission parlementaire est nommée et doit recevoir Marcellin Albert le 11 mars 1907. Aujourd'hui donc. Ils sont 87 à partir très tôt le matin d'Argelier. Mais ils réveillent tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, venez, on va les rejoindre. La commission a entendu le comité des 87 d'Argelier. Ils leur ont dit des paroles rassurantes. C'est vrai, mais ça ne reste que des paroles. Par contre, Marcellin Albert n'en est que plus déterminé à sensibiliser les pouvoirs publics et la population. Il faut parler de ce qu'il se passe. Il en va de la survie du Midi. Il organise le mouvement et crée le journal revendicatif Le Tocsin qui raconte la situation. Laissez-moi vous lire un extrait du manifeste du numéro du 21 avril. Il résume parfaitement les conditions de vie dans le Midi. Le texte s'intitule « Qui sommes-nous » ? Nous sommes ceux qui ont du vin à vendre et qui ne trouvent pas toujours à le donner. Nous sommes ceux qui ont des bras à louer et qui ne peuvent guère les employer. Nous sommes ceux qui crèvent de faim. Nous sommes ceux qui doivent partout, au boulanger, à l'épicier, au percepteur et au cordonnier. Ce que poursuivent les créanciers, ce que relancent les huissiers et ce que traquent les collecteurs d'impôts. Nous sommes ceux qui voudraient vivre en honnêtes gens et qui sont acculés aux expédients et à la misère. Nous sommes ceux qui crèvent de faim. Nous sommes ceux qui aiment la République, ceux qui la détestent et ceux qui s'en foutent. Nous sommes ces ardents défenseurs ou ces adversaires déclarés, radicaux ou conservateurs, modérés ou syndicalistes, socialistes ou réactionnaires. Nous sommes ceux qui ont leurs jugeotes et aussi leurs opinions. Mais nous avons un ventre et nous sommes ceux qui crèvent de faim. Nous sommes ceux
dont chaque espoir s'est traduit par plus de misère. Nous sommes ceux qui, rivés au sol, demandent à ce sol leur pitance. C'est par nous que la terre est belle et verdoyante. Par nous, elle produit plus qu'en tout autre temps. Nous sommes ceux qui la fécondent par leurs soins, leurs efforts, leur travail et leurs peines. Hélas, parmi les gueux, nous sommes les plus gueux. Nous sommes ceux qui crèvent de faim. Les manifestations commencent et vous allez le voir, elles prennent de plus en plus d'ampleur. Il est important de noter qu'elles sont bruyantes, certes, mais il n'y a aucun débordement. Elles sont comme Marcellin Albert le veut, pacifiques. « 7 avril 1907, Salelles, 1200 personnes. 21 avril, Capestan, 21 000 personnes. 5 mai, Narbonne, 100 000 personnes. 2 juin, Nîmes, 280 000 personnes. 9 juin, Montpellier, 600 000 personnes. Face au succès du mouvement, les maires des municipalités du Midi prennent le parti de Marcellin Albert. Notamment Ernest Féroul, maire de Narbonne. Il est d'ailleurs considéré comme le deuxième homme de cette révolte. Marcellin Albert est un leader charismatique. Il est aimé par les foules, c'est presque un prophète. Ernest Féroul, lui, est plus terre à terre, mais tout aussi important. Clémenceau est de plus en plus irrité par les manifestations du sud de la France. On le surnomme le Tigre, et je vous prie de le croire, il mérite ce terrible surnom. C'est un homme dur, froid, sans état d'âme ni pitié. Le 17 juin, il ordonne l'arrestation des leaders du mouvement. Le 19 juin, tous les membres du comité et Ernest Féroul sont arrêtés. Marcellin Albert se cache dans l'église d'Argelier et s'enfuit à Paris. Dans la soirée, la situation dégénère. Plus rien ne sera jamais comme avant. Des manifestants, en colère après l'arrestation de Féroul et des autres, assiègent la sous-préfecture de Narbonne. Des cuirassiers et des gendarmes sont dépêchés par Clémenceau pour mettre fin à l'assaut. Le combat est terrible. Les forces de l'ordre tirent dans la foule, les manifestants ripostent par des jets de briques et de chaises. Il y a un mort et des dizaines de blessés. Le lendemain, Clémenceau, interpellé quant à l'intervention violente de la veille, affirme « L'intervention militaire avait pour but de défendre les édifices nationaux où se trouvaient les autorités quand ils ont été attaqués par une bande d'émeutiers. » Il refuse de voir dans les manifestations du 19 juin les conséquences tragiques de la décision qu'il a prise de faire arrêter les leaders viticoles. Il attribue même les événements à des anti-républicains. Le comité de défense viticole,
créé après l'arrestation de ceux d'Argelier, appelle au calme. Assez de sang a coulé. Mais ça ne suffit pas. La foule est en colère. Ce même jour, des milliers de manifestants défilent à Narbonne, demandant des comptes. Des soldats, dépassés, tirent sans en avoir reçu l'ordre. On déplore 4 morts et encore des dizaines de blessés. Suite à cela, tout va de mal en pis. Des émeutes éclatent à Perpignan, à Montpellier ou encore à Toulouse. Ce que je vais vous raconter maintenant est l'épisode le plus connu de la révolte. Parlons du 17e régiment d'infanterie à Agde. Les familles de ces soldats sont pour la plupart du Midi et sont donc touchées de plein fouet par la situation. Aussi, les hommes de ce régiment sont favorables au mouvement. Alors, leurs permissions de sortie sont supprimées. Ceci entraîne une hausse massive de cas d'indiscipline et de rébellion dans leurs rangs. Le 20 juin, ils apprennent les fusillades qui ont eu lieu à Narbonne. Ils sont terrifiés à l'idée que des balles aient pu atteindre leurs proches. Une rumeur arrive à leurs oreilles. On aurait aussi tiré dans la foule à Béziers. Je précise que ce n'est qu'une rumeur. Cette fusillade n'a jamais eu lieu. La plupart de leurs officiers étant absents, ils organisent une mutinerie. Ils quittent leur caserne et se rendent à Béziers, où ils installent leur campement. Ils reçoivent la visite de membres du comité de défense viticole qui les encourage. La population les soutient et leur donne des vivres. Malheureusement, la réalité les rattrape. Leurs gradés leur demandent de se rendre, et en échange, leur punition ne sera pas trop sévère. Alors, après bien des négociations, ils se rendent. Il faut le dire, leur punition sera en effet moindre. À l'époque, on exécutait les soldats qui défiaient l'autorité des supérieurs. Eux seront simplement mutés dans d'autres régions, ou envoyés dans des bataillons plus durs, ou encore démobilisés. Mais revenons à nos vignerons maintenant. Je vous l'avais dit, Marcellin Albert n'a pas été arrêté puisqu'il s'est enfui à Paris. N'allez pas croire que c'est par lâcheté. Au contraire, il part à Paris pour, je le cite, forcer le gouvernement à réfléchir à ses procédés d'intimidation. Le matin du 23 juin, il se rend place Beauvau pour rencontrer Clémenceau. Je vous l'annonce tout de suite, cet événement va précipiter la fin de la révolte. Allez, prenez place dans le bureau de Clémenceau, les fauteuils sont confortables. Georges Clémenceau, inflexible, reproche à Marcellin Albert d'être responsable des troubles du Midi et d'avoir fait le jeu des forces réactionnaires anti-république. Rien que ça. Marcellin Albert, lui, reproche à Clémenceau d'avoir ignoré la situation du Midi. Il la dépeint avec des larmes coulant sur ses joues. Clémenceau parvient à convaincre Albert de retourner à Montpellier
pour se rendre. Et oui, souvenez-vous, il s'est enfui. Il a donc toujours un mandat d'arrêt contre lui. En échange, le tigre lui promet l'apaisement de la situation et la lutte contre les fraudeurs. Il rédige un sauf-conduit pour Marcellin Albert. Mais le vigneron s'aperçoit qu'il n'a pas de quoi payer le billet retour. La SNCF et ses tarifs exorbitants, vous savez ce que c'est, je crois que c'est toujours d'actualité. Clémenceau lui donne donc un billet de 100 francs et Marcellin Albert commet l'erreur d'accepter. En effet, sitôt l'entretien terminé, Clémenceau raconte à la presse son entrevue avec le leader de la révolte. Il insiste sur les larmes de Marcellin Albert et surtout sur le fait qu'il ait accepté de l'argent de sa part. Il n'en fallait pas plus pour que les journaux affichent en gros titres « Marcellin Albert est un vendu ». Il se constitue prisonnier, mais il est trop tard. Lui, le leader aussi attendu que le Messie par les foules, il devient le paria, le traître, le vendu. Clémenceau a été vicieux, mais surtout intelligent. Marcellin Albert était plein de bonnes intentions, mais trop naïf. Si l'on regarde son action avec un regard neutre, il apparaît clair qu'elle n'aurait pu durer dans le temps en restant telle qu'elle était. Un mouvement qui se veut apolitique ne peut pas le demeurer indéfiniment. Une foule de 600 000 personnes en colère ne peut rester pacifique durant des mois. Il sera libéré avec les autres le 2 août 1907, mais ne sera pas accueilli en héros. Avec son discrédit, la révolte finit par s'éteindre. Mais alors, tout ça, ça a servi à quoi, me direz-vous? La crise viticole ne se résout absolument pas dans les mois, voire dans les années qui suivent. Mais la révolte menée par Marcellin Albert aura tout de même permis plusieurs avancées. En juin, une loi sur les abus de sucrage est votée. C'est une première forme de régulation contre les abus et les fraudes. Le 31 août, le gouvernement accepte d'exonérer d'impôts les viticulteurs sur leurs récoltes de 1904, 1905 et 1906. Le 3 septembre, un décret définit le vin comme étant une boisson provenant exclusivement de la fermentation du jus de raisin frais. Ainsi, on ne peut plus appeler vin ces boissons artificielles qui avaient été mises sur le marché. Ensuite, une confédération générale des vignerons du Midi est créée en septembre 1907. Elle donnera l'impulsion pour la création de nombreuses coopératives agricoles et viticoles qui existent encore aujourd'hui. Enfin, vous connaissez sans doute cette instance qui fait trembler les professionnels. Le service de répression des fraudes. Eh bien, ce service a été créé en 1907, à l'origine, pour contrer les fraudeurs de vin. Il est difficile de terminer ce podcast, tant le sujet me passionne. Mais je sais que je vais devoir bientôt vous quitter.
Mais laissez-moi d'abord vous dire quelques mots sur la situation viticole et sur le destin de Marcellin Albert après la révolte. En 1914, on donne du vin aux poilus dans les tranchées pour qu'ils puissent faire face au combat. Ainsi, la situation se décante. On liquide le vin qui est en trop. Pourtant, plusieurs crises successives vont secouer le Languedoc après-guerre. Il faudra donc attendre les années 60 pour enfin voir le bout du tunnel. Ce n'est qu'avec l'arrivée du label Pays d'Oc en 1985 que la situation se stabilise complètement. Soit un peu moins de 80 ans après la révolte. Quant à Marcellin Albert, il s'éteint dans la misère et dans l'anonymat en décembre 1921. Il faudra attendre bien des années avant que son rôle majeur dans l'évolution des conditions de travail et de vie des vignerons retrouve ses lettres de noblesse. Dans le sud, vous trouverez bon nombre de rues, de places ou d'avenues Marcellin Albert. Mais c'est à Argelier que l'hommage est le plus flagrant. Le village est un musée à ciel ouvert de la révolte et de la vie de Marcellin Albert. Et il est maintenant temps pour moi de clôturer cet épisode. J'espère que le sujet vous a intrigué. Et comme toujours, n'hésitez pas à commenter cette chronique. Je serai ravie de vous lire. À très vite!